c'est un lèche-cul, c'est un lèche-botte. Moi, je ne parle pas de Roga Oubou. Je parle des éminents professeurs qui, à un moment donné, ont appelé à la scène et puis ils ont dit « Je démissionne du Conseil constitutionnel parce que la loi ne s'interprète pas. » Et désormais, en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui viennent parler et puis on dit « La loi stipule. » Mais si la loi stipule, alors qu'est-ce que les articles stipulent alors? C'est un article qui stipule. Ce n'est pas une loi qui stipule. Une loi dispose. Eh, Dieu, il se passe quoi? Il se passe quoi en Côte d'Ivoire? Procureur de la République de Côte d'Ivoire. Et puis il dit, certainement, peut-être. Oui, moi je ne connais pas. Professeur Zarathustra est là, il est docteur en philosophie. Et puis je parle et puis il dit, on dit, et la religion est l'opium du peuple. Certainement, peut-être que c'est, il ne sait pas qui l'a dit, c'est Karl Marx qui a dit cette pensée, cette citation, peut-être elle manque de Nietzsche, ou elle manque de qui là, d'un autre philosophe que je connais, la Socrate, ou elle manque donc de qui, et je peux le dire, ah, on dit la religion est l'opium du peuple. Donc cette citation est certainement de temps, et puis on dit oui, vous n'êtes pas philosophe, donc on vous le concède. On peut le dire. Et puis on dit oui. On dit oui, lui n'est pas philosophe. Je peux parler à une conférence et puis dire certainement, et puis on peut dire Soleil n'est pas maître du sujet. Vincent Tobi disait hier, vous jeunesse ivoirienne, quand on vous appelle sur les plateaux de télévision pour vous étaler ou pour vous prononcer sur un sujet, quand vous savez que vous n'avez pas la maîtrise, ne dites rien sur le sujet. Parce que c'est comme si vous étiez détenteur du savoir et vous n'en êtes pas. Et que la télévision ne doit pas vous donner du zèle. Prenez des choses avec beaucoup de paissement et avec beaucoup de recul pour faire une analyse qui puisse donner aux gens une compréhension singulière, simpliste. Mais quand tu viens à la télévision ivoirienne, et tout le monde dit que certainement, alors que la loi, toutes les procédures judiciaires relevant donc, je n'ai pas dit procédure judiciaire du droit du commerce ou le tribunal du commerce, mais toutes les procédures judiciaires des parquets, des tribunaux de première instance, nous disent que la cheville ouvrière, le metteur en scène des grandes œuvres de la procédure pénale, le chapeau, c'est le procureur de la République. C'est le procureur de la République qui est le chef de l'administration des tribunaux. C'est à son bureau que reviennent toutes les enquêtes, les informations, en fonction et en qualité de toutes les compétences des juges du siège à son bureau au tribunal judiciaire. C'est le bureau du procureur qui désigne un juge d'instruction spécialisé par exemple dans les affaires de drogue, un juge spécialisé dans les questions de terrorisme et de grand banditisme du narcotique africain. C'est lui qui dit, cette affaire que j'ai, monsieur, parce que quand on a un bureau de procureur et de juge d'instruction, c'est mis JI. On met JI et puis on met CAB, c'est-à-dire juge d'instruction, cabinet 007. Lui, sa spécialité, on la connaît. JCAB 003, le procureur, peut-être que lui, il est spécialisé dans l'affaire des criminels, dans l'affaire d'assassinat, dans l'affaire de meurtre. On met son... Quand vous arrivez, ils sont les bureaux des procureurs ou des juges d'instruction là. C'est fait en fonction de leur spécialité. Quand vous partez comment on appelle JAP, juge des affaires familiales, son bureau est là. Le cabinet de juge d'affaires familiales, son bureau est là. Le juge de liberté de la détention, son bureau est là. Le juge d'application des peines, son bureau est là. Tout ça, ils sont dans les mêmes bureaux et c'est le procureur de la République qui lui-même est magistrat de formation, mais qui a été nommé par le garde des Sceaux comme procureur près des tribunaux pour représenter le ministère public. Donc les juges, le procureur étant donc du ministère public, c'est lui qui actionne toutes les poursuites. Et les autres juges, ses collègues qui est dissocié maintenant de ses fonctions,
c'est eux qui sont du parquet, sont eux qui sont habilités à faire un procès équitable. Par contre, le procureur de la République, il fait toujours des procès, il condamne toujours sans qu'il n'y ait de jugement. Mais pour que la personne recoupe sa liberté, c'est le procureur et c'est le juge du parquet qui fait une audience en la présence du procureur qui n'est qu'un simple observateur pour faire des amendes, pour vous dire la peine que vous venez de prononcer est insignifiante. J'en veux plus par rapport à ce qu'il a fait à l'État. Et puis on va encore, on dit, revenez, on va réfléchir. Vous comprenez un peu? Il dit, tu travailles dans quoi en France ici? Je vends galettes. Les matins, quand tes parents sont en train de déjeuner là, lui qui va livrer galettes, c'est moi. Voilà, tu sais, c'est mon travail qu'il fait en France qui est ici là. Il livre galettes. Tu vois, quand tes parents sont fatigués là, c'est moi qui me rends chez eux, puis ils ouvrent leur bouche et puis ils mettent dedans, puis ils mangent. Tu vois pas ça? Tu n'avais pas vu sur mon bulletin de salaire que tu fais quel travail ici en France. Le travail qu'il fait ici en France, tu vois pas ça? Le travail qu'il fait en France, ça a été en train de te dire là. C'est quand tes parents finissent d'aller déféquer là, c'est moi qui viens nettoyer leur cul. C'est moi qui nettoie. Tu comprends? Est-ce qu'il te dit qu'il pourrait changer? Il bouboule, il gouffra, il aura mais ouais, il zido. Tu as compris ce que je te dis en gros? Si tu es vraiment gros, tu comprends ce que je te dis? Il bouboule, il gouffra, il zido. Il aura mais ouais. Tu comprends maintenant? Voilà, c'est le travail qu'il fait en français qui te dit. Il bouboule, il zido, il gouffra, il aura mais ouais. Tu as compris ce que je te dis là? Voilà, il gouffra, il bouboule. Voilà, tu as compris ce que je te dis là? Il bouboule, il zido, il gouffra. Tu as compris? Voilà. Tu as compris? C'est ce qu'il fait ici. Tu dis que tu as un exemple, non? Si tu es gros là, c'est le travail qu'il fait en France qui te dit, il bouboule. Il faut venir encore. Tu as compris? Quand vous venez sur les panels, c'est vous qui demandez aux gens, tu fais quoi en France, tu fais quoi ici? Il fait, il bouboule, il zido, il gouffra, il zido, il ouais. C'est ce qu'il fait en France ici. Viens, et puis on fait ça, ta maman et moi. Il bouboule. Voilà. Et écrit encore. On t'a parlé de quelque chose qui fait quel travail ici en France. Le procureur de la République qui fait une conférence et puis il dit certainement. On est en train de parler de ça, puis tu viens me demander quel travail il fait ici en France. Il bouboule. Il faut venir. Tu te donnes tant de mal, pourquoi le pays se porte bien. Tu vas plus parler du travail qu'il fait. Tu parles du pays va bien. Ah, d'accord. Tu vois? Sois respecté, mon frère, sois salué. Il a allumé, il dit le pays va bien. Est-ce que moi, je te parle du pays va bien? Un procureur de la République, voici les fonctions du procureur de la République. Si le procureur de la République n'a aucunement connaissance d'une personne qui est en garde à vue, il n'y a plus de garde à vue. Si quelqu'un n'est plus en garde à vue, si quelqu'un est en garde à vue et que le procureur de la République n'est pas informé, il n'y a pas de procédure judiciaire. C'est une erreur gravissime. Le procureur de la République, nul ne peut détenir une personne en garde à vue sans que le procureur ne soit informé. Je vous dis aujourd'hui, chers Ivoiriens, si vous arrivez au tribunal de police ou au tribunal de Saint-Police de gendarmerie, que vous êtes en garde à vue après 24 heures, 48 heures, que l'officier de police judiciaire n'a pas été informé, vos parents peuvent aller au tribunal pour les informer que votre enfant a été détenu de manière abusive. Est-ce que vous comprenez? Donc, toute détention en garde à vue, même en détention préventive, si le procureur n'est pas informé, il n'y a pas de procédure judiciaire. Est-ce que vous comprenez? Pendant votre audition, en l'absence
d'un avocat quand vous partez en une audience ouverte, débat contradictoire. Lorsqu'on vous dit, monsieur, voici votre procès verbal, vous dites objection par votre conseil. On dit, mon client, pendant cette audition, n'a pas été attendu à ma présence. Le juge qui est assis, président du jury, avec ses assesseurs, est obligé de surseoir la procédure. Et on va dire que la procédure n'aura plus lieu. Il faut qu'elle recommence à zéro. Et même si le procureur assis là, il ne pourra pas parler. Parce que le juge du siège doit rendre un procès équitable, un procès dans son étiquette, dans son équitabilité, un procès légal, un procès juste, un procès impartial. Donc le juge du siège va regarder le procureur, il va lui dire, monsieur le procureur, la procédure n'étant pas remplie, n'étant pas été respectée, moi le juge du siège, président de ce jury, je ne peux pas juger cette affaire dans son fond. Donc on surseoit la procédure et on la remet à un autre jour où quand les choses vont se dérouler comme l'a prévu la loi, on pourra recommencer le procès. Et cette personne qui a été détenue en garde à vue, qui a été attendue sans procureur, peut porter plainte contre le procureur de la contre l'officier de police judiciaire et même contre le procureur de la République pour la détention qu'il a eue sans que ses droits ne soient respectés. On doit le dédommager. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc comment un procureur peut aller faire une conférence et puis il va nous dire que certainement dans la main d'un juge d'instruction. Aucun juge d'instruction ne peut ouvrir une enquête sans qu'il n'y ait eu l'aval, l'accord en amont du procureur de la République. Aucun juge d'instruction ne peut ouvrir une enquête dans un tribunal, dans une zone, sans que le procureur ne soit informé. Aucun policier, aucun officier de police judiciaire, soit salut madame, aucun officier de police judiciaire ne peut ouvrir une enquête sans que le procureur de la République ne soit informé. Aucun policier, aucun commandant ne peut aller prendre un individu chez lui à la maison sans que le procureur ne soit informé. Sans que le procureur ne soit informé. Le policier, l'officier de police judiciaire peut recevoir une convocation, peut te convoquer au commissariat de police. Mais lorsque tu es entendu dans cette affaire, au moment où ils sont en train de t'attendre, c'est que le parquet est informé par le canal du procureur de la République. Lorsque tu es donc arrêté, le procureur de la République est obligé d'être informé de l'affaire. C'est pour ça, en France ici, que les organisations, les ONG, les associations prospèrent. Et elles demeurent depuis des années sur la loi de 1960, qui est la loi des associations à but non lucratif. Est-ce que vous savez qu'en France ici, pour une personne qui est entendue, la loi permet désormais que l'avocat l'assiste et qu'un contrôleur judiciaire l'assiste. Le contrôleur judiciaire il a pour mandat, le procureur de la République, il appelle pour dire, j'appelle telle association. Allez voir quelqu'un qui est en garde à vue, après que son avocat l'ait entendu, il faut que vous menez une enquête sociale. C'est ce qu'on appelle l'enquête sociale rapide ici maintenant en France. Quand vous êtes dans un commissariat de police, elle est aléatoire et elle n'est pas obligatoire. Il veut dire, mais nécessité pour bon nombre de choses, on demande maintenant ce qu'on appelle une enquête sociale rapide. Après l'enquête sociale rapide, au regard de la gravité des faits, on demande maintenant une enquête de personnalité. Tout cela est mandaté par le parquet, mais le procureur de la République en est informé. Donc en France ici, ceux qui ont été arrêtés ici, là, quand on t'arrête après ton avocat, nécessité pour approfondir ta situation, on demande qu'il y ait une enquête sociale rapide. L'enquête sociale rapide qui consiste à faire une cartographie de ta vie de manière synthétique. Il y a un homme qui vient au tribunal et puis te reçoit, ou au commissariat de police, et puis il dit, tu t'appelles comment?
Non, tu lui demandes c'est qui. Il dit, je suis mandaté par le procureur de la République. Vous vous appelez comment? Tu réponds. Vous travaillez? Oui. Vous avez telle charge? Oui. Vous avez de la famille? Oui. Vous avez des revenus? Oui. Quand il finit ce rapport, tu conclus et tu fais des perspectives, tu fais des suggestions. Au regard de la situation de manière globale de ce monsieur, il serait mieux qu'il bénéficie d'un contrôle judiciaire et que son audience soit indifférée parce que le procureur te regarde et puis il dit la personne est placée sur contrôle judiciaire en attente de son procès. Donc, cette procédure-là concerne, elle peut être une procédure des enquêtes sociales rapides, relève des procédures qu'on appelle une procédure et post-sententielle et pré-sententielle. Il y a des personnes qui sont condamnées, qu'on finit par mettre sur contrôle judiciaire pour suicide probatoire pour des soins, et il y a des personnes qui sont mises sous contrôle judiciaire pour des crimes et délits en attente de leurs audiences. Donc, désormais en France ici, c'est l'une des conditions sine qua non pour ne pas que des personnes soient condamnées comme ça. Donc, le procureur demande encore ça, cette enquête sociale rapide concernant la personne qui est arrêtée. Après, vous partirez tous dans le commissariat, après juste où l'enquêteur social même passe devant le magistrat et l'avocat avant que l'avocat n'intervienne. Donc, il y a maintenant plusieurs auditions. L'audition avec le policier, le police judiciaire, en la présence de l'avocat, et puis l'enquêteur social, le travailleur social. Quand vous arrivez maintenant désormais ici en France, dans les commissariats de police, il y a toujours un travailleur social des gendarmeries qui écoute votre situation, qui vous écrit. Ainsi, pour France Victimes, pour les violences conjugales et consorts, ça existe pour faire les évictions. Pour que les couples qui sont en parole puissent être séparés, on met d'autres à l'hôtel en attendant qu'on trouve une solution au problème. Mais en Côte d'Ivoire, un procureur de la République n'a même pas connaissance de ces missions qui lui sont assignées, qu'il est la cheville ouvrière des poursuites en Côte d'Ivoire. C'est au procureur de la République qui revient cette lourde charge de classer une affaire sans suite. Mais pour classer une affaire sans suite, il y a des conditionnalités. Elles sont 3, massives. Pour classer une affaire sans suite, d'abord, il faut qu'il y ait les sections comment on appelle, il y a ce qu'on appelle les sections de poursuites. C'est-à-dire quand tu voles, par exemple, les sections de l'action publique. C'est par exemple quand tu voles pendant 5 ans, je vole le bijou de ma MJ. Et puis on dit c'est 5 ans d'emprisonnement ferme. Mais comme j'ai pris son bijou, je suis parti en France ici. Quand je reviens en Côte d'Ivoire après 5 ans, 6 ans, aucune poursuite ne peut être engagée contre moi. C'est comme s'il y avait purgé donc ma peine. On ne peut plus me poursuivre. Le procureur ne peut plus réengager une poursuite encore à mon encontre. Jamais. Pour le cas de délits et de vols, là, on ne peut plus me poursuivre. Pour les circonstances de vol aggravé ou crime, à partir de 20 ans ou 10 ans, si je rentre en Côte d'Ivoire après 10 ans, 20 ans, si c'est un truc de crime, le procureur de la République ne peut nullement pas m'interpeller. Jamais. C'est ce qu'on appelle la prescription de la peine, la prescription des poursuites. On ne peut plus te poursuivre après que tu sois resté hors de la Côte d'Ivoire pendant ces années-là. On ne peut plus engager une poursuite contre toi. Et une autre perspective pour le procureur de la République, à l'effet de ne plus engager de poursuite contre toi, c'est qu'il n'a pas connaissance de celui qui est l'auteur de l'infraction. Par exemple, celui qui a commis le crime. Après enquête, on ne le trouve pas. C'est comme les serial killers, ceux qui font des crimes méticuleux, des crimes vraiment spéciaux là. Ils finissent et puis ils font disparaître les traces. Le procureur peut trouver un cadavre à Yaoundé et puis on fait toutes les enquêtes. On ne trouve pas celui qui a gagné le monsieur. Le procureur est obligé de classer sans suite cette affaire parce qu'on ne trouve pas lui qui a commis les crimes. Voici des prérogatives, elles sont nombreuses, qui appartiennent au procureur pour dire aucune poursuite ne peut être engagée. En dehors de ça, tout ce que le procureur veut, c'est lui d'engager une poursuite ou pas. C'est pour ça qu'on dit que mon frère Fali m'a blessé. On arrive au commissariat de police et puis il dit non, il m'a blessé, mais je ne veux pas porter plainte, donc je retire ma plainte. Quand tu retires ta plainte, l'escroquerie que nous vivons en Côte d'Ivoire, c'est cette escroquerie-là. Ils t'ont frappé, il y a eu bagarre, vous arrivez au commissariat de police, et puis tu dis non, moi je retire ma plainte. On dit bon, comme tu as retiré ta plainte, celui qui t'a blessé, il est en garde à vue, et puis le commissaire vient ou l'officier. Et comme vous voulez que votre fils, on le laisse, le monsieur a retiré sa plainte, il faut donner 200 000, parce que l'affaire est grave.
Non, non, il faut donner 200 000 francs nous à retirer. Hein. Si tu donnes 200 000, en tout cas, l'affaire là, ça va s'arrêter ici. C'est le chantage qu'on fait encore du beau gens. Non, il t'a blessé, il y a eu bagarre, oui, il t'a blessé. Non, moi je retire ma plainte, on va les régler en famille. Et puis les policiers là viennent, non, 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 non. Toi, il dit quoi, Fally, tu parles de quoi même avec moi-même? Fally, faut te calmer quand il parle de ces sujets-là. Tu es un bébé, c'est mon domaine. Tu peux même pas parler avec moi sur ça. En Côte d'Ivoire, là, pour pas dire ça à quelle époque? En Côte d'Ivoire, jusqu'à présent, dans les villages, quand quelqu'un t'a volé, tu l'envoies au commissariat de police. Quand vous n'arrivez plus, on dit non, on va aller régler ça au village. Le chef du village va se saisir de l'affaire là. Les policiers, les gendarmes, là, ils viennent, ils disent bon, le chef du village, il va partir à l'affaire au village, on a compris. Hein. Mais et nous, comment on fait? Ah, sinon l'affaire va passer. Hein. Ah, si vous ne donnez pas 200 000 là, ça va passer. Hein. Ah, la famille donne comme un peu. La famille s'est réunie et puis, oui, mais c'est ce qu'il a dit que c'est du chantage, donc il faut écouter ma chute. Et puis la famille s'est réunie et puis on dit oui, comme ils vont libérer notre fils, l'affaire est éclatante, et puis on prend, on donne 200 000 francs, et puis on dit, vous le libérez, vous partez, on dit, on a retiré la plainte. Une plainte ne se retire pas. On ne retire pas une plainte. Lorsque l'affaire est portée publiquement dans un commissariat de police ou gendarmerie, même si la victime retire sa plainte, l'opportunité revient au procureur de la République de toujours engager. Même si tu désistes, si tu ne veux plus continuer ta plainte, l'officier de police judiciaire est obligé d'en informer le procureur de la République qui peut dire, même si tu as désisté, l'enquête continue. La condamnation peut avoir lieu. Parce que c'est lui, le procureur, qui est le garant des libertés individuelles d'engager une action. C'est lui qui protège la société. C'est lui qui est le garant d'engager les poursuites pour la protection de notre activité et de notre quiétude. Donc le procureur peut dire, si tu veux, tu dis c'est ton enfant, il t'a cassé l'œil, vous retirez, moi je m'en fous. Du moment que j'ai connaissance de cette affaire, nous allons aller au fond. La personne va comparer devant une audience, il va venir à l'audience. Mais encore ils vont dire oui, faut y retirer ma plainte, c'est fini, on va régler en affaire. On dit bon, partez à la maison, le chantage des policiers vient avec derrière. Ça en Côte d'Ivoire, ça n'a pas d'effet, on ne doit pas vivre ça. Désormais, quand vous partez dans un commissariat de police, si on vous dit, votre fils, vous avez retiré la plainte, on ne veut plus suivre l'affaire, donc donnez-nous l'argent, ne donnez rien. Ne donnez absolument rien. La seule chose que vous pouvez faire, c'est que la personne parte à l'audience. Si vous ne voulez plus jamais poursuivre l'affaire, la personne sera à son audience et vous ne vous présentez pas. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes la victime, vous dites au commissariat de police, on ne veut plus poursuivre l'affaire. Si on dit, donnez l'argent pour les parents de la victime et du bourreau, là, on dit donnez l'argent, vous dites qu'on ne donne rien. Voilà. Et le jour de l'audience, à tout prix, s'ils veulent le déférer, n'ont pas le déférer. S'il arrive le jour de l'audience au tribunal, si l'affaire n'est pas grave, c'est une affaire de violence physique ou d'injure, si vous arrivez au commissariat de police et au tribunal de police et que la personne ne se présente pas, le procureur est obligé de dire, le juge est obligé de dire d'accord. Si c'est des dommages, peut-être que vous avez payé, vous êtes venu, vous allez dédommager tout l'État de Côte d'Ivoire, tant, pour des frais, vous devez donner 50 000, vous donnez les 50 000. Vous allez descendre pour sortir, pour aller à la maison. Ou soit on peut vous garder, on peut vous dire, bon, vous avez un souci, partez à la maison. C'est tout ce qu'on peut faire pour vous. Mais si c'est une affaire de crime, même si que la famille ne se présente pas, vous allez être puni. Si c'est une infraction complexe, vous allez être puni. Même à l'absence de la victime, vous allez être condamné. Ça aussi, il faut que vous connaissiez vos droits dans ce domaine-là. Vous ne voudrez plus jamais qu'on vous fasse du chantage dans les commissariats ou les brigades de gendarmerie en Côte d'Ivoire. Ce ne sont pas du droit. Donc moi, je vais dire au procureur de la République que lui-même, il est juriste, mais il est un juriste du RDA, il est un juriste de bureau, il est un juriste, il ne connaît même pas ses missions élémentaires, les missions les plus basiques d'un procureur de la République, il ne connaît même pas. Il parle avec certitude. Et c'est toujours comme ça. Ils ont demandé au président de la CEI ici à France, on dit, monsieur le président de la CEI, comment est-ce que vous concevez votre attitude par rapport, quant à la révision de la liste électorale? Il dit, oui, on révise la liste électorale certainement chaque année. Puis il dit, toi tu es président de la CEI. On dit, est-ce qu'il y a révision de la liste électorale? Puis tu dis, certainement, certainement. Je me suis dit, mais est-ce que c'est lui qui est réellement le président de la CEI? Il parle avec certainement, oui.
Oui, certainement, chaque année, truc a eu lieu, la CEI a eu lieu. Donc, Côte d'Ivoire souffre, elle va mal. Moi, je ne suis pas allé à l'école. Hein. J'ai le niveau d'études CM2, je vous jure que jusqu'à présent, j'en veux à mes parents. Le procureur de la République, oui, mais le procureur de la République a des substituts. Et puis, je tiens à vous dire, le procureur qui parle là, celui qui parle là, il est le procureur de la République de Côte d'Ivoire. Près du tribunal qui coiffe les autres tribunaux d'Abidjan. Il est procureur de la République près du tribunal de première instance d'Abidjan. Raison pour laquelle il est toujours là pour faire des communications. Sinon, dans tous les tribunaux d'Abidjan, le tribunal comment on appelle le tribunal d'Abidjan, de Yopougon là. Le tribunal d'Abidjan et de Yopougon a un procureur de la République, mon frère. Est-ce que tu le sais? Le procureur de la République, il y a un procureur de la République près du tribunal de première instance de Yopougon. Il y a un procureur de la République du tribunal de première instance d'Abobo. Il y a un procureur de la République du tribunal de Gagnoua. Il y a un procureur de la République du tribunal près de, comment on appelle, de Boaké. Dans tous les tribunaux, il y a toujours des procureurs de la République. Mais comme lui, il est le procureur de la République du tout premier tribunal qui a été nommé comme près du tribunal d'Abidjan et comment on appelle, du plateau étant le centre névralgique de notre administration, alors par hiérarchisation des normes, il est le chef de tous les procureurs de la République de Côte d'Ivoire. Mais ses compétences en termes d'écrit et délit se limitent sur la zone d'Abidjan. Voilà. Mais lui, il est le chef hiérarchique de tous les autres procureurs qui sont dans la circonscription, dans la zonalité d'Abidjan. Sinon, s'il y a une affaire qui se passe à Gagnoua, ce n'est pas ce procureur qui parle, qui va aller parler. Hein. Il y a un procureur près du tribunal de Gagnoua. Il y en a, dans la règle la plus élémentaire des procédures judiciaires, il y a toujours 3 substituts. Ça ne dépasse pas plus. Il y en a toujours 3. Toujours quand il y a les tribunaux, quand l'effectif des procureurs qu'on envoie de la République, il y en a toujours 3. En fonction de leur spécialité, on envoie toujours 3. Donc lui, le premier procureur de la République, il est toujours accompagné de 3. Ça ne dépasse pas 3. Si la zone est tellement grande, on peut aller à 4. Mais ça n'a jamais dépassé 5 bureaux de substitut de procureur. Donc il est dans le substitut. C'est pour ça qu'il n'est pas tout. Il est obligé de déléguer, de décentraliser et de démembrer ses fonctions. Il est certes le procureur de la République du tribunal d'instance d'Abidjan, mais il y a d'autres affaires dont il n'a pas compétence. Si c'est une affaire de juge, tribunal spécial pour enfants, le tribunal pour enfants, cour d'assises pour enfants, il est obligé en tant que procureur de saisir son collègue qui a une spécialité dans la juridiction spéciale des enfants. Et ce dernier-là, comme la loi qu'on nous on a eu au CM2, moi il y a le niveau CM2, quand c'est le procureur qui saisit le tribunal pour enfants, la loi confère au procureur pour enfants d'être à la fois procureur pour tribunal pour enfants, d'être à la fois procureur, d'être à la fois juge d'instruction et juge de jugement. C'est la seule prérogative qui revient dans le domaine juridique. Le juge pour enfants, il est à la fois procureur lui-même, il est à la fois juge d'instruction, il est à la fois juge de jugement, au regard de l'évolution et la capacité, la vulnérabilité des enfants. Voilà. Donc cette procédure judiciaire est spéciale. Donc le procureur de la République ne peut pas venir s'étaler sur des faits. Donc quand il est dans son bureau, quand il est saisi par tous les auxiliaires de justice dont il a le contrôle, les auxiliaires de justice, ici il veut parler des policiers, des gendarmes, qui sont des auxiliaires de justice. Et il y a des para-auxiliaires de justice que vous allez venir trouver au tribunal, les greffiers, les commissaires de justice, tout cela rentre dans ce qu'on appelle l'auxiliaire de justice. Ils ont des missions chacun à assigner. Donc quand le procureur il reçoit à son bureau là, lui quand il reçoit un document comme ça, par exemple on dit crime, il dit allez voir mon substitut qui est dans tel bureau, dites-lui de saisir le juge d'instruction dans telle affaire, dites-lui de choisir la chambre correctionnelle
pour telle affaire. Donc, il ne fait pas tout à l'affaire. C'est des affaires qui sont lourdes, des sens et des compétences, on les donne. Mais le procureur qui est en train de nous parler là, je ne suis pas sûr quelle est sa spécialité dans le domaine judiciaire de la Côte d'Ivoire. Parce que lui-même, il ne sait pas ce qu'il doit faire réellement. Il parle avec dédain, il parle beaucoup avec des sujets qui sont tellement spécifiques, des sujets qui sont très intéressants. La loi est une matière vraiment malléable, une matière vivante. On ne parle pas de la loi comme ça. Un procureur ne doit pas parler de la sorte. Ce que le procureur doit retenir, il est dans un rôle, il a son pouvoir judiciaire, mais n'empêche que son pouvoir judiciaire est empiété ou est piétiné par le pouvoir exécutif. Alors le procureur de la République, qui bien vrai est rattaché au ministre et garde des Sceaux, parce qu'il est du ministère public, est obligé, dans cette nomenclature des choses, d'obéir au ministre qui est RDR, et le ministre RDR est obligé d'obéir au président de la République, qui est en même temps président du RDR. Et dans cette nomenclature dont les choses sont faites, le procureur de la République n'est plus un procureur plutôt indépendant, n'est plus plutôt un procureur qui parle sous l'angle de l'impartialité, mais il parle maintenant sous l'angle de la partialité. Il a un parti pris quand on le voit. Le procureur de la République a un parti pris. Oui, ce n'est pas une question mouvante. On ne va pas se leurrer. Comment je fais mes analyses, Fally? Je ne les fais pas parce que je suis fanatique de Laurent Gbagbo. Je ne les fais pas parce que je suis dans une idolâtrie de Laurent Gbagbo. Quand je les fais, je pose mes analyses en fonction des thèmes et de la thématique. Je suis inquiet dans cette nouvelle monture où la Côte d'Ivoire va sous l'angle judiciaire et que le droit n'est plus un droit qui est donc vu dans ces articles, que la loi est faite pour tous. Elle lutte pour qu'il n'y ait pas d'inégalité. Parce que la loi a double couteau. Elle est faite pour nous protéger et elle est faite pour nous réprimander lorsque nous affayons à la règle qu'elle a rétablie elle-même. Et nous devons être traités avec égalité. Pas avec équité, mais avec égalité. L'équité et l'égalité sont deux notions différentes. Mais en Côte d'Ivoire, notre loi n'est plus la loi que nous avons respectée. La loi qu'on nous enseigne sur le droit qu'on enseigne aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, n'est plus le droit qui se dit à l'université de Cocody. Nous sommes dans un droit qui est plutôt un droit propre à un parti politique. Tu vois? Quand le procureur vient, si c'était moi à sa place, bon, je ne me vante pas procureur de la République, loin d'être un procureur de la République, mais si c'était moi, j'allais lui dire certainement pour blaguer l'auditoire, j'allais dire, le cas de Ziggy est un cas peut-être spécifique, est un cas spécial, est un cas qu'on peut traiter avec beaucoup de choses. Voyez-vous, Ziggy a été arrêté. Et finalement, quand il a été arrêté, moi, le procureur, il a été informé. Et comme peut-être il y a un truc sensible, j'ai voulu qu'on ne se prononce pas. Et donc, on a repris la procédure à zéro. Et donc, l'avocat de Ziggy est désormais informé. Il peut y arriver des erratums, des erreurs. À partir de ces biais-là, on s'est inspiré. Et donc, la procédure est reprise à zéro. Donc, actuellement, Ziggy a vu son avocat et l'audience, les faits qui lui sont reprochés seront des faits pour l'heure qu'on ne peut pas vous dire devant tous. Donc, passons à notre sujet. On pourrait le dire. Mais quand il dit que, dans sa conférence, que chaque individu qui est interpellé est présenté à un avocat, alors que l'avocat de Ziggy est venu dire aux Ivoiriens qu'il n'a pas vu son client. C'est après démarche qu'il est parti à la Maca, qu'il a vu que Ziggy était à la Maca. Donc, vous voulez dire que monsieur le procureur ne ment pas, mais c'est l'avocat de Ziggy qui ment. Vous voyez, on est dans un état où des choses ne sont pas correctes. Et c'est que Fally est en train de dire, c'est l'avocat de Ziggy qui ment. Ah, tu vois? Tu as vu ce que tu as écrit? C'est ça que moi je n'aime pas dans mes analyses. C'est-à-dire, vous vous appuyez sur tous les dits du procureur de la République. Pour vous, ce sont des dits d'évangile. Ce sont des paroles d'évangile. Ce sont des paroles bibliques. Mais ce sont des paroles du métaphysique dont on ne doit pas en discuter. Alors que depuis des années, nous sommes quittés sur l'étape de la théorie, de la théologie. Nous sommes dans des faits scientifiques. Un avocat dit que je n'ai pas croisé mon client. Et le procureur de la République dit toute personne qui est arrêtée en Côte d'Ivoire a une assistance juridique. Et puis le procureur
L'avocat de Ziggy dit, moi, je ne l'ai pas vu. C'est le jour de l'audience qu'il y a vu Ziggy. Toi, tu me dis que le procureur dit la vérité, que c'est l'avocat de Ziggy qui ne dit pas la vérité. Fali, tu vois, tu es un frère que je respecte beaucoup. Mais quand tu poses tes questions comme ça, je sais que tu es... Bon, je te fais monter pour te dire une chose. C'est comme tu connais pas les choses. Frère, bonjour mon frère. Oui, je t'aime. Je t'aime d'abord en tant qu'un frère ivoirien. Retiens ça. Je suis fier quand tu débats. Non, honnêtement, je te dis, quand tu débats, quand tu déroules, tu connais le sujet. Je suis fier. Ça, seulement, faut que je te le dise. C'est pas une question de politique, de temps. Non, non. Ça, toujours quand tu es là, je viens. Parce que j'écoute. Et tu es breton comme moi. Tu es breton comme moi. Voilà. Donc, on est dedans. Mais quand tu parles, faut te dire que toi, tu as le niveau CM2. Nous, on a les petits niveaux de CP2. Notre petit niveau de CP2, là. Là où tu fais fausse route, c'est quand tu interprètes à ta guise. Sinon, quand tu développes, c'est nickel. Il n'y a même pas à débattre. Mais c'est le petit côté de toi, c'est normal, hein. Ton côté FPI et PPACI, là. C'est ça qui vient gâter tout. Sinon, quand tu déroules, là, honnêtement, il n'y a rien. Il n'y a pas de truc. C'est propre. Je te le dis, honnêtement. Mais quand tu veux ramener, c'est ton interprétation qui est biaisée, en fait. Parce que quand tu me dis, le procureur de la République dit que à chaque fois qu'on prend quelqu'un, on le soumet à un avocat. Et l'avocat qui sort 3 jours après dit que lui n'a pas vu Ziggy. Depuis quand lui il est l'avocat de Ziggy? C'est la question que je te pose. Je n'ai pas dit non. Non, mais je vais te répondre sur cette question. Voilà. Depuis quand, frère? Moi, je ne suis pas dans l'émotion. Même si l'émotion est humaine. Voilà, non, je reste tranquille et puis j'essaie de comprendre. Je veux que tu m'enseignes. Je vais te répondre. Que j'ai le niveau CM2, frère. Non, je vais te répondre. Moi, j'ai le niveau CM2. Voilà, je me mute. En fait, quand on dit l'avocat de Ziggy, la question d'avocat n'est pas depuis quand il est l'avocat. N'est pas tant. Tu sais, un avocat, il y a plusieurs fonctions. Il y a un avocat qui sont généralement des avocats de l'État. Quand vous êtes présenté devant un tribunal ou quand vous êtes en garde à vue, l'une question qu'on vous pose pendant une audition ou pendant l'audition, l'on reviendra au policier de l'officier judiciaire de vous poser cette question. Il vous dira, est-ce que vous avez un avocat? L'avocat dont il vous parle ici, c'est l'avocat au sens du commercial privé. Il vous demandera cette question. Il vous posera cette question. Et vous allez vous dire, monsieur, moi je n'ai pas d'avocat. Il dit d'accord. Comme vous n'avez pas d'avocat, vous partez sur la liste. Quand vous rentrez dans les commissariats de police ici, ou de gendarmerie, vous verrez toujours un tableau d'affichage où c'est écrit les avocats qui sont du domaine commercial. Et puis vous allez voir des avocats qui relèvent donc du domaine public, qu'on les appelle les avocats commis d'office. Donc quand vous n'aurez pas un avocat privé, il y a un avocat commis d'office qui va venir pour dire, oui, j'arrive, attendez-moi, monsieur le procureur m'a dit votre affaire. Et puis il vient. Quand lui vient là, il ne vous connaît pas. Il dira à l'officier de police judiciaire, laissez-moi m'entretenir d'abord avec mon client. À huis clos, il vous posera certaines questions d'abord pour vous connaître un peu. Et puis demander les faits dont lui il a déjà eu connaissance, hein, que vous êtes là par exemple pour une affaire de violence conjugale. Donc il va venir vous prendre de côté. Il va échanger avec vous. Et puis il va essayer de vous dire que si vous reconnaissez les faits, voilà comment vous allez jouer les mots, allons-y. Quand vous finissez ce petit entretien-là, c'est maintenant qu'il va vous assister devant l'officier de police judiciaire qui posera maintenant des questions. Si les questions débordent et que vous avez du mal à parler, c'est lui qui va vous appuyer pour dire ne répondez pas. Je vais répondre. Il dit ça, mon client s'abstient de le dire. Il le dira certainement le jour de l'audience. Pourquoi il dit? Il est avocat commis d'office. Donc il se donne le temps pour connaître le fond du dossier. Donc il va vouloir que vous ne répondez pas aux questions. Maintenant, quand c'est une famille, par exemple la famille Alassane Ouattara ou la famille Laurent Gbagbo, il peut arriver qu'ils délèguent leur avocat pour des personnes dont ils ont des affinités. Donc c'est un avocat commercial,
qui sera donc payé par honoraire. Donc, si Ziggy, qui est proche de la famille de Laurent Gbagbo, qui est du PPACI, le PPACI est une organisation qui est une organisation privée, mais qui veut gérer donc le micro au macro. Donc, le parti politique peut donc, qui paye l'avocat, dire que l'avocat qui va venir est l'avocat des Ziggy. Ils ne sont pas obligés de le connaître. Ils ne sont pas obligés d'avoir une datation de l'avocat de Ziggy. Du moment que le parti politique est qu'une personne qui admire, qui aime Ziggy, peut donc dire à son avocat privé de partir donc à la rescousse de Ziggy à l'effet de le défendre. Donc quand tu poses la question, depuis quand il est l'avocat de Ziggy, il dit c'est qu'à ce niveau-là, il y a une méconnaissance de la thématique ou des fonctions de l'avocat. Laurent Gbagbo connaissait monsieur le procureur et l'avocat qui l'a défendu à la CPI. Là. Laurent Gbagbo ne le connaissait pas. Revenons. Ne va pas. S'il te plaît, frère. Oui, ah non, parce que tu es en train de partir sur Laurent Gbagbo. Revenons sur Ziggy. Je prends tes dires. On lui a mis un avocat d'office. L'avocat d'office, là, il peut aller, comme tu as dit, il va s'entretenir 2 minutes, 3 minutes avec lui. Ils vont aller s'asseoir. Et après, l'avocat que toi tu connais, qu'on a vu sur les réseaux, là, il récupère l'affaire. Ça existe. Avant l'audience, là, l'avocat que vous connaissez, tout le monde, nous tous on connaît, il récupère l'affaire. Ça se voit. Le problème, c'est que faut qu'on respecte les droits de Ziggy. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Est-ce que la procédure, il n'y a pas de vice dans la procédure? C'est de ça qu'il s'agit. Ok, je me mute. Je reviens sur le thème. C'est tellement intéressant. Moi, j'ai le niveau CM2. Mais quand je CP2. Moi, je veux avoir ton niveau CM2. Écoute bien désormais pour ne pas que tu commettes l'erreur. Ok. Tu as dit tout à l'heure que l'avocat, il est l'avocat des Ziggy depuis quand? Dans une procédure judiciaire, quand l'on demande un procureur, ou on dit il n'y a pas de procureur, ou il n'y a pas d'avocat, et qu'on te demande un avocat d'office, si l'affaire qu'on te reproche est grave, tu peux récuser l'avocat d'office, hein, et tu peux dire, je veux que on me demande, on contacte telle personne, qui est un avocat qui viendra pour cette affaire. Ça, c'est une procédure normale, elle est légale. Écoute-moi, je te dis, je ne veux pas qu'on rentre dans un débat politique. Je te dis désormais quand ça t'arrive. On est judiciaire. Hein? Oui. Non, quand tu arrives au commissariat, les faits qu'on te reproche sont aussi graves. Tu peux dire que quand tu as un avocat d'office, tu dis non. Je voudrais qu'on me ramène un avocat ou telle personne que je connais, un avocat qui viendra. À ce moment, tu sais ce qu'on fait? Écoute-moi bien. Avec l'accord de celui qui est en garde à vue, le procureur de la République et l'officier de police judiciaire, pendant les premières interpellations, va demander à l'individu, est-ce que vous êtes marié? Oui. Est-ce que vous avez vos parents? Oui. Est-ce que vous avez telle personne? Oui. Est-ce qu'on peut les informer de votre arrestation, de votre garde à vue? Oui, appelez-les. C'est à ce moment où on demande, est-ce que vous prenez des médicaments? Est-ce que vous avez un traitement difficile? Est-ce que là, c'est obligation, vous ne pouvez pas refuser un médecin, on vous envoie un médecin. Donc Ziggy, qui a été arrêté dans ces circonstances-là, avait des prérogatives, des droits indéniables, de choisir plus un avocat selon son bon gré, son bon vouloir, sans accepter l'avocat. Et donc, comme tu es en train de me dire, peut-être que pour toi, on lui aurait donné donc un avocat commis d'office. Non, il a libre arbitre de l'accepter ou soit de le recuser. C'est ce que je voulais que tu retiennes. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Sur ce premier plan, hein, ce que tu viens de dire là, comme à la lettre, c'est propre, il n'y a pas de débat. Maintenant, là où moi je suis pas d'accord, c'est qu'est-ce que toi tu en sais de la procédure, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. C'est là où toi tu es biaisé. Parce que l'avocat RDR, comme on le dit, c'est je dis l'avocat RDR, le procureur RDR, attends, comme tu dis. Attends, je vais poser une question. Non, attends. Tu sais, mon inquiétude, ok, vas-y. Mon inquiétude du biais
de la procédure judiciaire, la plus pendante ici, est en cours concernant M. Ziggy. Moi, mon inquiétude, au CM2, on m'a appris que lorsque une garde à vue veut être prolongée, veut être indifférée, veut connaître un maximum de quotas d'heures, un accord est établi entre les parties en conflit, opposés au droit, qui sont, en espèce, le procureur de la République, garant de l'institution de la République, ministère public, et donc la partie mise en cause, la victime, ou non, le garde à vue, lui qui est en garde à vue, on lui demande d'appeler son conseil. Et donc le procureur dit au conseil du monsieur, celui qui est en garde à vue ou en détention préventive, monsieur, vu les faits qui sont reprochés à votre client, à l'état actuel des connaissances des officiers de police judiciaire étant, pour ne pas qu'il y ait fuite d'informations, il va falloir garder en garde à vue votre client. De 24 heures, nous allons passer à 72 heures ou à 48 heures, en motivant les circonstances qui concourent au prolongement de la garde à vue. S'il y a des documents à mettre sur scellé, s'il y a des documents à mettre sous écoute, ils sont informés. Et la partie défendeur va dire, nous acceptons ce que vous avez dit, si les droits de mon client sont protégés. C'est-à-dire, quand vous avez dit, vous l'avez prolongé, mais à chaque heure qu'il y aura une audition complémentaire, il faudrait que j'y assiste. Et puis on ferme ce paramètre-là, ce paragraphe. Est-ce que toi, en Côte d'Ivoire, pour une personne à qui on reproche d'être à l'initiative de la déstabilisation de la Côte d'Ivoire, pourquoi le procureur de la République n'a même pas fait ne serait qu'un brin de communication? Est-ce que tu comprends? Les éléments qui concourent au prolongement de la garde à vue n'ont pas été remplis. Et je vous dis, même si c'était un militant du RDR qui était arrêté aujourd'hui ailleurs dans le monde, j'allais venir dire ce que je suis en train de dire. De Soleil dispose comme connaissance. Ouais. Quelle est la ligne dans le code de procédure pénale qui dit que le procureur général a le devoir de venir dire... Non, ne dis pas un procureur général. S'il te plaît, s'il te plaît. Moi, j'ai le numéro CM2, mais quand tu dis un procureur général... Moi, CP2. Non, quand tu dis un procureur général... Donc, j'accepte, mon cœur est ouvert. Non, je te répète pour que ceux qui sont... Ok, le procureur de la République, ça a été un pléonasme. Non, je sais. Je vais dire le mot, ça existe ce que tu viens de dire. Mais si nous sommes là, le procureur général là, il y a souvent des spécialités. Je voudrais que tu dises même avocat général. L'avocat général, oui. Procureur. Si, je t'ai dit, voilà. Je connais, t'inquiète pas, je connais, c'était un pléonasme, il n'y a pas de problème. Le procureur de la République, en chef, comme tu le dis, dis-moi où c'est marqué qu'il a le devoir de venir annoncer qu'il a attrapé quelqu'un, ou il a coopté des auxiliaires de police à aller récupérer quelqu'un. Non, ça n'existe pas. Je suis désolé. Non, en fait... Attends, j'en viens. C'est si cette action-là va envoyer, comment tu appelles ça, le désordre, qui peut produire un désordre à l'ordre public. Là, maintenant, si tu me dis que le procureur sort pour dire non, ne vous inquiétez pas, nous on l'a ici, il est en procédure, ok, il n'y a pas de problème. Mais votre avocat est sorti, il dit qu'il a vu le gars, il a vu le gars, point barre. S'il y a vice de procédure, excuse-moi, s'il y a vice de procédure, à l'audience, il va combattre le vice de procédure. C'est simple. Bon, on parle de circulaire, on parle d'arrêté. Moi, je vais te dire... J'apprends avec toi. Prends le champ lexical juridique, il n'y a pas de problème. J'apprends avec mon petit niveau CP2. Je vais te dire une chose. Le tribunal de Vannes a rendu une décision en 2024 pour une personne dont j'ai été dans le cadre du procès. J'ai préparé l'audience de cette personne et puis elle est partie au tribunal. C'était pour une affaire de trafic, donc qu'on appelle ici ILS,
ILS, c'est infraction sur la législation des stupes, qu'on appelle ILS. Vous pouvez taper, c'est comme ça, nous on appelle ça ici. Et donc, ce jeune homme-là, il était au début, en tout début de sa mesure, il était mis en examen. Parce que c'est crime organisé, bande organisée. Donc, il était dans un réseau de trafic. Donc, il a été mis en examen. Après quelques enquêtes, l'affaire a été reclassée. Quand ça se reclasse, c'est-à-dire que nous quittons du terme le plus grave à un terme un peu plus abordé, plus un peu en la faveur du celui qui était mis en examen. Donc, il devient maintenant prévenu. C'est-à-dire que réqualification des faits criminels au revient à des faits délictuels. Mais toujours est-il que c'est un juge d'instruction qui a en charge son dossier. Et donc, le procès, la date arrive, la date butoir, et je fais mon rapport à Mme Giraudeau, près du tribunal de Vannes, qui est substitut du procureur, non, qui est juge d'instruction à son cabinet. Et puis, le dossier arrive. Et puis, le lendemain, j'appelle le jeune. Il dit, Monsieur Soleil, il n'y a pas eu de jugement. Renvoyé en me demandant de porter plainte. Il dit, mais comment quelqu'un qui a été mis en examen, qui est devenu prévenu, peut sortir d'une audience et puis me dire, monsieur, je vais porter plainte contre eux. Voilà, que le juge a dit, on a parlé 2 minutes après, ils ont levé l'affaire. Et moi, j'ai compris directement, mais j'ai osé lui demander. Il dit, pourquoi? Il dit, le jour de mon audition, quand on m'a attrapé, les premières heures, l'officier de police judiciaire m'a auditionné. Il a fait un procès verbal qu'il a adressé au procureur. Mais je n'étais pas assisté d'un avocat. Donc la procédure est biaisée. Totalement. Vice de procédure. Vice de procédure. C'est mort. Je suis d'accord avec toi. C'est normal. Maintenant, je viens pourquoi tu dis, ça, je t'ai parlé d'une affaire qui a été réqualifiée au fur et à mesure. Ici, là, l'affaire qui est reprochée à Ziggy, dans votre code de procédure pénale ivoirien, c'est même titre que si c'était une affaire de terrorisme. La classification relève du cadre criminel et crime organisé, terrorisme, déstabilisation, trouble à l'ordre public de l'État de Côte d'Ivoire. Cette infraction, elle est mise en exergue depuis belle lurette en Côte d'Ivoire. Quand une personne est saisie en Côte d'Ivoire, on nous dit désormais, comment on appelle, en tout cas, atteinte à l'autorité, à la sûreté de l'État, trouble à l'ordre public, déstabilisation, préparation de déstabilisation en Côte d'Ivoire. Ces faits-là ne peuvent pas amener le juge dans un mimétisme. Le juge, le procureur de la République, doit en effet tenir une conférence. Mon frère, je ne te parle pas là d'une affaire de vol à main armée dans une banque. Mais je te parle... Non, écoute. Je te parle... Non, je vais te lire l'article 76. Je vais te lire l'article 76 du Code pénal de Côte d'Ivoire. C'est le français, hein, tu vas m'enseigner. Toute personne contre qui il existe des indices graves et concordants de participation à une infraction ou qui en a été victime ou qui est appelé à apporter son concours à la manifestation de la vérité peut, au cours, je répète encore, peut, au cours des enquêtes, se faire saisir d'un avocat. Je reprends la phrase. Tu es d'accord avec moi? Ou bien je la répète ou ça bon? Je reprends. Ok. Toute personne contre qui il existe des indices graves et concordants de participation à une infraction ou qui en a été victime ou qui est appelé à apporter son concours à la manifestation de la vérité peut, au cours des enquêtes, se faire assister d'un avocat. Oui, maintenant ça veut dire quoi? Non, je veux que tu me... Maintenant, on demande que la présence d'un avocat soit obligatoire. Soit obligatoire, non? Ok. Le procureur dit que lui, ils ont proposé un avocat à Ziggy, commis des fils. Est-ce qu'il a accepté ou pas? Tu le sais? Non. Je le sais. Si, le procureur a dit toute personne qui prend là,
on leur donne un avocat commis d'office. Il a dit ça sur NCI. Il y a d'autres qui refusent simplement parce que tu connais. Pardon. Et ils refusent. Ils demandent pardon, faut pas ça aller loin. Toi, tu connais, on est en Côte d'Ivoire, tu sais comment ça se passe. Non, mais dans cette affaire, on ne demande pas pardon. C'est une affaire grave. Non, c'est ce que je dis. Il dit, toute personne qui prennent là, il leur donne leurs droits. Ils leur lisent leurs droits en disant, on vous propose un avocat commis d'office. Maintenant, est-ce que tu comprends ce que je t'ai expliqué? Non, j'ai compris, hein. J'ai compris. Non, je t'explique une chose. On est dans le nœud de savoir est-ce que Ziggy a eu un avocat ou pas, dès le départ. Le débat juridique n'est pas un débat philosophique. C'est pour ça qu'on dit qu'on n'interprète pas la loi. Le débat juridique n'est pas un débat de suggestion, d'hypothèse. Parce que écoute-moi. La loi même dit, nous l'um crimen, nous la puena sine lege. Si la loi n'a pas prévu une chose, la loi ne peut pas s'étendre là-dessus. Si une infraction n'a pas été préétablie au préalable comme crime, le procureur ne peut nullement dire que ça a été un crime. Donc ce que je vais te dire ici, là, nous sommes dans un cadre juridique. Et que si la loi a prévu une chose, comme on le dit, nous l'um crimen, nous la puena sine lege. Maintenant, s'il y a criminel, s'il y a puena, il faut que la loi soit quelque chose de factuel. C'est-à-dire que nous, toi et moi, on a parlé là. Si on arrêtait Ziggy là, on nous avait dit en Côte d'Ivoire que Ziggy a été arrêté là. Que le procureur de la République a saisi Ziggy. Qu'ils lui ont donné une convocation. Parce que, on revient à un élément. Non, ils n'ont pas donné une convocation. Non, on revient. On ne lui a pas donné une convocation. On a exposé devant les gens qui nous écoutaient. C'était tellement bon, mais j'ai fait ce qu'on appelle un erratum. Excusez-moi. Okay. C'est compris, vas-y. C'est normal, c'est humain. Voilà, j'ai fait un erratum. Je viens, j'explique. Au vu de la classification tripartite des infractions, la classification tripartite des infractions, c'est quoi? Contravention, délit et crime. Il est dit dans notre loi que les contraventions relèvent du simple tribunal de police. Tu as conduit un véhicule. Si tu conduis ton véhicule, si tu commets une infraction routière, qui te donne l'amende? Ah, tu me poses la question? Oui. Si tu conduis ta voiture, qui te donne une amende? Mais c'est le gendarme ou le policier qui m'arrête là? C'est lui qui me donne l'amende? Voilà. Ouais, la contravention, ouais. Si la contravention évolue de premier degré, de second degré, jusqu'au cinquième degré, ouais. Jusqu'au cinquième degré, elle tombe dans la partie de ce qu'on appelle le délit virtuel. Ouais. À ce moment-là, si tu es en cas de récidive de contravention de ton permis de conduite essai, pour suspendre ton permis, on va au juge. On va au tribunal. Et qui te notifie la suspension? C'est pas le tribunal? Si, c'est ce que j'ai dit, on va au tribunal. Le procureur informé. Maintenant, oui. Si on est dans le délit, c'est-à-dire que là où, pourquoi tu n'es pas au tribunal? C'est pas quelqu'un qui porte contre toi dans la contravention qui a évolué. C'est-à-dire que c'est les policiers qui t'ont saisi. Ils t'ont donné une amende, tu as la feuille. C'est la feuille, tu as ça. C'est les policiers qui t'ont donné ça. Quand ils te rattrapent dans un laps de temps que tu es en état de récidive légale, la récidive légale, là, faut bien écouter. C'est-à-dire que les mêmes faits se t'ont reproché. C'est-à-dire que tu es connu du fichier. Les mêmes policiers là vont te donner pour dire, comme tu es en état de récidive, nous te donnons ce procès-là. Tel jour, il faut te présenter au tribunal et puis tu vas connaître ta décision qui est là-bas. Quand tu arrives au tribunal, là, tu as une convocation du tribunal des policiers et tu y vas. Ça, c'était dans la contravention. Maintenant, quand on vient au fait délictuel, délit, vol, tout ce qui rentre dans le délit, pour que le délit, on convient à un délit, ça veut dire que moi, cela, il a volé ton téléphone. Tu arrives maintenant, toi, est-ce que toi, tu vas envoyer la police chez moi? Tu ne vas pas envoyer la police chez moi. On est à Tipa, dans un petit village. Toi, tu vas te déplacer pour faire ce qu'on appelle une saisine indirecte. La saisine indirecte, tu ne vas pas sauter le commissariat de police de Tipa, mais tu vas aller te rendre, tu ne vas pas aller au tribunal de Gagnoa, mais tu vas aller à Tipa,
tu vas aller au commissariat ou à la gendarmerie pour porter plainte. Quand j'arrive là-bas, là, c'est avec ta convocation, je me présente au tribunal, au commissariat de police. Et puis ils vont m'auditionner. Quand il finit de m'auditionner, il dit, nous t'arrêtons. Et puis toi, maintenant, tu te dis, on a arrêté le gars, on a mis en garde à vue. Du moment qu'il est en garde à vue, ce qu'on appelle, il va avoir un défèrement au tribunal. Non, normalement, ils n'ont pas le droit. Non, non, c'est logique. Non, c'est pas logique. Non, non, écoute-moi. Il faut écouter bien, il t'explique la procédure. Quand tu as porté ta plainte, il savait que de ce qu'il a dit dans l'audition, est qu'on me met en garde à vue parce qu'il a volé le téléphone, il l'a vendu. Il a commis un vol. Les policiers, là, ne doivent pas me donner une sentence, ne doivent pas me juger. Et ils m'envoient maintenant, ils me mettent en garde à vue en informant le procureur de la République de la... Merci, c'est maintenant que tu viens d'expliquer. Écoute, le procureur Voilà, allons-y. De ma garde à vue maintenant. Donc le procureur va dire, celui-là, il va faire une comparution au tribunal. Et quand on arrive là-bas, là, il y a toujours la convocation que tu avais envoyée et le procureur, ils ont le procès verbal. Donc comme il s'agit d'un délit, c'est la chambre correctionnelle qui va me juger. Ok? Ça, c'est la procédure normale. Maintenant, toi et moi, on a en train de parler ici, là. Est-ce que tu as attendu Ziggy qu'on lui a donné une convocation, un papyrus, des papyrus pour lui vous êtes convoqué? Est-ce que Ziggy connaît la nature des faits? Comment te dire? Il connaît la nature des faits. Mais Parce que, attends, tu vas m'enseigner. Tu vas m'enseigner. Il y a l'affaire qui se passe. Nous, on voit ça ici sur le Bengue, ici, tu vois, tu fais partie du système. Il y a des gens qu'on attrape à la maison, on casse leur maison à 6 h du matin. On casse la porte. On le copte, on lui lit ce qu'on lui reproche, on le récupère, et puis on part avec lui en même temps. Moi, j'ai déjà vu ça. Directement. Non, je suis vrai, je suis républicain, grave même. Voilà. On casse la porte, on le chope. Moi-même, j'ai déjà vu une fois à 5 h, je rentrais à la maison. 5 h, ils étaient en bas. Dès que 6 h arrivé là, j'ai entendu bruit, ils ont cassé. Ils ont pris le gars, plus de 30 minutes, 20 minutes. Allez, oh, ils sont partis avec lui. J'ai vu à la télé, on lit ses droits et on le prend pour partir. Il n'y a pas d'avocat sur le point. L'avocat n'est pas là. Ils sont partis avec lui. Maintenant, ça dépend du délit. Maintenant, là-bas, c'est pour ça que je t'ai lu ça. Au cours de l'enquête. C'est pas dès le début de l'enquête. Si, c'est français, hein. C'est français. C'est au cours de l'enquête. Donc, on le prend, on part avec lui. Maintenant, ils vont lui dire là-bas maintenant. Est-ce que tu as un avocat? S'il a un avocat, oui. On appelle son avocat, il vient. S'il n'a pas d'avocat, on lui met un avocat commis d'office qui va venir s'imprégner si la procédure d'abord a été respectée. S'il n'y a pas vice de forme. C'est le premier point. Tous les avocats, quand ils viennent là, c'est de regarder d'abord est-ce que la procédure est respectée avant de toucher le fond. Et ça, le monsieur là, l'avocat là, il a dit ça. L'avocat qui était madame Gbagbo là, il a dit ça. Bon, il était tranquille. Il a dit, il est parti voir le jeune homme. Oui. Il a causé avec lui, mais c'est pas bon pour la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'il a dit. Non, écoute-moi bien. Ouais, non, je t'écoute, t'inquiète. Vas-y. D'abord, quand on entend parler, moi, je dis toujours aux Ivoiriens, montrons que nous avons le niveau CM2. Moi, je ne suis pas intellectuel, j'étais simple vendeur des journaux. Donc, avec mon niveau CM2, je peux... Tu sais, quand on entend parler de la Côte d'Ivoire, tous les 145 personnes qui nous écoutent là, il y a des Ivoiriens, il y a des étrangers. Ils veulent savoir un peu, avec humanisme, comment nous abordons les sujets en Côte d'Ivoire. Ils veulent aussi comprendre un peu nos degrés d'interprétation des choses. Moi, je tiens à dire une chose. En France, ici où nous sommes, quand un individu, il y a ce qu'on appelle la perquisition, ou qu'on vient l'enlever chez lui à la maison, au préalable, il y a eu des signaux. La personne est mise sous écoute, la personne est tracée, la personne est en fuite, tout ce qui accompagne. Et le jour que la police se rend chez lui à la maison, pour l'arrêter, ils ont toujours ce qu'on appelle un mandat. Ce qu'ils lisent là. Les parents, si c'est des mineurs ici, ils ont dit, mais qui vous a envoyé? On leur donne des papiers. Et les policiers qui vont là, il y a deux cas.
Si c'est l'affaire de terrorisme, les policiers sont obligés de se protéger pour éviter des représailles. Mais si c'est des affaires un peu bizarres de vol, là, les policiers vont souvent à visage découvert, puis ils parlent à les parents, puis on leur donne un papier. Soleil, petite parenthèse pour que tu puisses continuer. Non, pour que je puisse comprendre, frère. Je veux comprendre, honnêtement, sans arrière-pensée. Moi, j'ai vu de mes propres yeux. Tout le monde était encagoulé, sauf l'OPJ, en chef là. Lui seul n'était pas. Mais c'était une affaire de truc drogue. Non, mais comme tu as donné seulement l'exemple sur Terreau. Je te dis, non, je donne des exemples. Écoute bien. Non, mais c'est ça, je veux comprendre. Parce qu'il y a un problème qui se passe sur la cagoule en Côte d'Ivoire. Il y a un problème déjà. Écoute, quand l'individu est arrêté dans ces circonstances, on lui notifie ses droits. On lui dit toujours droit au silence. Et souvent, quand la famille a un avocat, on va dire, à quelle destination vous l'envoyez. Les parents, les amis sont là, ils vont dire, votre fils là, nous l'amenons dans tel coin, tel arrondissement. Vous pourrez venir le voir. Comme on l'a réveillé matin, s'il y a des habits à lui apporter, ramenez-le dans telle destination. Ok? La destination est connue. Mais s'il n'y a personne, comment on fait? S'il n'y a personne, s'il est majeur, il est seul chez lui. Non, même qu'on soit majeur, qu'on soit... Non, seul. Je demande. Non, je veux comprendre. J'ai déjà vu plusieurs cas, mon frère. C'est un livre gratuit qu'on a donné aux gens ce matin. Oui, vas-y. Personne, ils vont demander à l'individu, est-ce qu'il a assisté, est-ce qu'il a des amis comme toi ou même quelqu'un. On lui demandera tout ça. Si on sait que c'est un SDF, il n'a rien, ils vont même souvent demander à l'organisme social, est-ce qu'il a une assistance sociale qui connaît son dossier? Est-ce qu'on peut l'appeler? Moi, j'ai suivi un monsieur qui est décédé en attente de son jugement. Il n'avait pas de parents. Père à son âme, il aimait bien mon affaire, il m'a appelé, il était en tête d'un cancer de gorge. Quand il est décédé, ils m'ont appelé, c'est l'assistance sociale. Monsieur, vous étiez le monsieur de tant, oui, il dit oui. On est désolé de vous informer qu'il est décédé. Vous pouvez donc informer le tribunal. Donc la personne là, on cherche toujours dans son sillage quelqu'un qui connaît le mieux pour notifier la destination où on l'amène. Et tout à l'heure, tu as parlé d'une chose qui est essentielle et primordiale, qui concourt à l'équité et à la légalité d'une procédure. Les heures d'arrestation, la destination connue, et puis on amène la personne. Ce n'est pas l'avocat qui va aller chercher une personne où elle est. Ce n'est pas l'avocat qui doit trouver Ziggy à la Maca. C'est un déshonneur total pour la Côte d'Ivoire. Je te le dis, mon frère. Je suis ivoirien comme toi. Mes amis qui sont juges en Côte d'Ivoire, avocats certains, ils le savent eux tous. C'est un déshonneur pour notre appareil judiciaire. Aucunement un avocat doit aller chercher où est-ce qu'il se trouve son client sans qu'il ne le sache au préalable. Trouver Ziggy à la Maca, mon frère, tu es très intelligent au RDA, c'est une honte pour la Côte d'Ivoire. Je le dis sans retenue. Et quand j'en parle même souvent, je suis triste. C'est une honte. C'est un regret de justice en Côte d'Ivoire. Je te parle, je ne sais pas pour faire que mes gens disent que Soleil parle et puis il pleure, il fait de la comédie, non. Quand une mère cherche son enfant, c'est bizarre. Tu sais, je vais te faire des confidences ce soir. Tu sais, les enfants adoptés ici, j'ai accompagné une Brésilienne qui est adoptée. Elle a fait ses enfants et puis finalement elle est tombée dans le tabagisme, l'alcoolisme et consorts. Elle est devenue personne marginale. Et donc je la trouve au commissariat et puis elle dit, est-ce que tes parents, elle dit, monsieur, j'ai été adopté à tel âge. Quand j'ai connu ça, je n'ai plus jamais eu d'amour pour cette famille, je les ai quittés. Et je ne donne même pas de l'amour à mes enfants. Le monsieur avec qui je suis dans les rues m'a battu, je suis dans la rue ici. Il ne sait pas où aller, je n'ai rien. J'appelle le procureur et puis il dit, madame la procureure, la personne n'a même pas de famille. Elle a que des contacts, tout. Mais quand j'appelle les personnes, ce sont les amitiés non porteuses. Tu connais les amitiés non porteuses? Effectivement, je connais. C'est des personnes avec qui
elle partage à peu près les mêmes conditions de vie. Oui, Donc, cette oui, personne-là ne peut pas l'aider à sortir de là où elle est. Donc, finalement, Madame la procureure dit, OK, au lieu de l'incarcérer, on va demander à ce qu'elle même adhère à des soins d'hospitalisation, qu'elle soit internée dans un hôpital de soins, les César par le truc d'addition. J'ai écrit, ça a été fait. Quand tu n'as même pas un parent dans une procédure, minimum on demande si tu as un ami intime, si tu as quelqu'un de si proche. C'est pas la majorité qui compte. Merci Soleil. C'est la majorité qui compte. Merci. La majorité ne compte pas. Je suis, excuse-moi de renchérir. Tu as vu, tu prends un historique et tu développes. Moi, Fali aussi, je vais prendre un historique et puis je vais développer. Tout n'est pas parfait. La Côte d'Ivoire n'est qu'en 1960. Mais ne soyons pas chauvins. Dans le même cas de Ziggy là, il y a eu d'autres personnes aussi qui ont dit qu'eux ils sont RDR. Mais la procédure n'a pas été respectée. Mais eux, on les a pas retrouvés à la MACA. On parle de l'historique pour voir là où on va. Si tu sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. On est d'accord? Voilà. Donc, il y a une avancée. Je suis d'accord avec toi ce que tu dis. Je suis d'accord, comme je te dis. Moi, je suis d'accord. Quand tu es technique, tu es méticuleux, il n'y a pas de débat, il n'y a pas matière à débattre avec toi. Mais c'est ton interprétation quand tu ramènes dans la politique. Dès qu'on rentre dans la politique, on te retrouve pas. C'est ça qui me fait mal. Je te retrouve plus. Alors que tu as un bon niveau CM2. Très bon niveau CM2. Il n'y a pas de débat. Mais soit on reste dans le côté technique, il n'y a pas de débat. Mais dès qu'on rentre dans la politique, celui qui a le bac plus 15, toi tu as ton niveau CM2, vous êtes au même niveau parce que c'est la politique. On va aller sur l'historique. Et c'est sur cet historique-là que moi je dis je jauge. Une mandature contre une autre mandature. D'où on part, où on va. C'est de ça qu'il s'agit. Mais avant de conclure le live, je vais te dire une chose. Pourquoi on retient cela? Ok. Si par le passé, les militants du RDA ont dit qu'ils n'ont pas eu cette chance d'être interpellés ou d'être enlevés de la sorte, qu'à leur époque, moi s'en suivait. Est-ce que cela n'a pas été dépeint par le RDA avant qu'il n'accède au pouvoir? C'est une petite question. Mais effectivement, c'est ce que je dis, c'est politique. Quand on est dans la politique... Excuse-moi, hein. Quand on dit, je suis chez moi à la maison, et que je dis que mon voisin, il veut ou elle des gens, je quitte la maison de mon voisin pour ne pas que mes enfants soient exposés. Je quitte chez mon voisin, je vais ailleurs avec mes enfants. Arrivé là-bas, là, est-ce que je suis obligé d'être auteur de VIOL des voisins, des enfants de mes voisins? C'est pas politique. Ton exemple que tu donnes n'est pas politique. Non, mais en fait, ce que je vais vous dire, non. Oui. Généralement, les militants du RDA disent que Babou avait fait ça. Non, moi je suis pas militant du RDA. C'est ça. En fait, c'est ce qui fait que vous vous trompez. Cela, en fait. Frère, moi je suis pas militant du RDA. C'est que je te dis ça toujours. Je suis un petit Ivoirien républicain qui rêve que son pays soit le plus grand possible. Tu comprends? Mais il y a un chemin à suivre. On passe pas de A à Z. Il faut faire B, il faut faire C, ainsi de suite. En tout cas, j'étais heureux de t'avoir sur Tu vois, c'est pour ça, moi, je te dis toujours, quand tu mets un panel, quand tu parles, je viens t'écouter. Mais le seul problème, c'est le tunnel de technique à politique. Dès que tu rentres dans la politique, c'est plus toi. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, voilà, frère. Sinon, honnêtement, je te dis, il n'y a même pas matière à débattre. Il va aller chez mon fils. Voilà, ok, donc bonne journée en ensemble, frère. Allez, salut. Merci, mon ok, salut. Ouais. Un échange contenant, bienveillant, riche. Et puis voilà, c'est ça. Hein. Nous devons être complémentaires. Nous devons parler de la Côte d'Ivoire avec beaucoup de choses. Au-delà de la politique, nous ne sommes pas des animaux. Nous devons quitter le degré d'animosité et puis se voir et puis parler. Parce qu'il y a beaucoup d'anecdotes dans ma tête. Vous voyez, on parle de la politique, on échange, on parle, on veut s'entretuer, on veut faire tout. Mais pendant la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, j'ai vu des musulmans qui ont caché chez eux dans des mosquées, qui sont allés cacher des gens qui étaient recherchés dans ces quartiers. J'ai vu des chrétiens
des musulmans qui ont été cachés dans certaines cours chrétiennes pour les épargner de tout ce qui est blâmable. J'ai vu des hommes politiques du FPI qui ont retrouvé refuge dans les maisons des militants du RDR. J'ai trouvé des militants du RDR dans certains quartiers qui ont trouvé refuge dans les maisons des gens du PDCI et du FPI parce que les enfants étaient unis par les amitiés, par les carrières, par le monde professionnel et par des amitiés de longue date. J'en ai vu. Si nous ne voulons pas nous inspirer de ces modèles, nous n'allons pas arriver loin. La Côte d'Ivoire regorge d'énormes potentialités, d'énormes ressources. C'est à nous d'en savoir utiliser à bon escient. Ainsi ira loin la Côte d'Ivoire et vivra notre pays comme nous le souhaitons. Soyons des modèles de demain, soyons des exemples de demain. Ainsi, nous allons arriver à l'état d'une nation. Car notre pays actuellement n'est pas encore arrivé à ce qu'on appelle à l'état d'une nation. Nous sommes encore dans un esprit de zonalité et d'esprit ségrégué des secteurs. Allez, au revoir à vous et puis portez-vous bien. Ciao.